Bonjour, bienvenue dans notre deuxième numéro d'African Cities Voices. Selon la longue tradition, puisqu'on est au deuxième numéro, on va laisser notre invité du jour se présenter et puis nous allons prendre 45 minutes, une heure presque pour discuter ensemble. Je m'appelle Sename Kofi Agboudjinou. Je suis principalement architecte et anthropologue de formation et fondateur d'une plateforme qui s'appelle l'African d'Architecture qui essaie de réfléchir ces sujets du devenir de la ville africaine. Merci pour l'invitation. Comment on fait le lien entre architecture et anthropologie? Moi, j'ai toujours voulu faire de l'architecture africaine et voir comment je pouvais mobiliser du potentiel africain pour faire de l'architecture parce que très vite, j'ai été frustré de mon environnement en tant que jeune Africain. D'ailleurs, au début, j'ai commencé avec du design, parce que l'idée, c'était plutôt de faire des baskets et des chaises, des tables plus africaines. Et puis, on m'a dit en école de design que les architectes pouvaient dessiner des objets, mais que les designers ne pouvaient pas faire de l'architecture. Je me suis dit, bon, c'est plutôt en architecture qu'il fallait aller. Et en architecture, j'ai été frustré parce que pour faire vraiment de l'architecture africaine, il faut comprendre les structures sociales. Et on ne nous donnait pas tous les outils pour atteindre cela. Et j'ai découvert qu'il y avait une discipline, l'anthropologie, qui pouvait permettre de faire ça. Donc je suis passé en anthropologie pour finir. Mais c'est quoi cette architecture africaine alors? Est-ce qu'elle existe? Alors c'est une très bonne question parce que quand je parle d'architecture africaine, évidemment, ce n'est ni un cliché ni un dogme. Comme j'ai commencé à te l'expliquer, ça part vraiment d'une frustration. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'on a aujourd'hui n'est pas africain, ou alors c'est africain mais très en souffrance. Et donc il y a certainement quelque chose de l'africain beaucoup plus apaisé, qui prend peut-être idéalement en charge ce qu'est nos réalités, nos enjeux d'aujourd'hui. Et c'est cette chose-là que je recherche très modestement, sans très précisément savoir ce que c'est. Mais est-ce qu'il n'y a pas cette modernité inachevée, comme on dit en Afrique? Est-ce que finalement, ce que tu décris et ce que je comprends, parce que je connais un petit peu, derrière cette architecture africaine, est-ce que les gens en veulent vraiment? C'est difficile de dire que les gens n'en veulent pas, puisque les gens n'ont en réalité jamais eu cela qui leur a été proposé. Une vraie réflexion cohérente, ambitieuse sur ce que devrait être l'architecture africaine moderne. Et quand je dis moderne, moi je prends le mot à son sens premier. Moderne dans le Larousse, c'est ce qui est de son époque. Et si on considère cette définition-là, en réalité, ce qu'on a comme architecture aujourd'hui, même quand elle est quand elle est en béton, en fibre de métal, etc., elle est archaïque. Parce que ce n'est pas ce qui prend idéalement en charge ce que sont nos enjeux écologiques, enjeux de société, etc. aujourd'hui. Donc, en réalité, il y a, à chaque fois que les Africains parlent, une sorte de névrose parce qu'on nomme la richesse ce qui est de la pauvreté en réalité, au sens bien compris des choses, et on nomme modernité ce qui est un vrai archaïsme par rapport à ce que sont les enjeux. Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour qu'on puisse atteindre? À quel niveau on doit travailler? Ce qui est sûr, c'est que, à mon avis, on a deux possibilités. Si on veut faire quelque chose de pensé, de réfléchi, de programmé, c'est forcément systémique. Ça va demander des gens de vision, ça va demander des infrastructures, ça va demander un agenda et ça va être pensé collectivement et ça va donner lieu à beaucoup de réflexions, beaucoup de productions, beaucoup de tests pour atteindre ou ne serait-ce que essayer d'effleurer un peu cet idéal-là. Il semble que les choses ne prennent pas cette direction. J'ai pas l'impression qu'il y a un mouvement cohérent, coalisé, né d'une frustration pour achever quelque chose de plus contemporain et de réellement moderne. Et donc, la deuxième option qui est un peu problématique, c'est peut-être de parier sur un accident. Et ça, le continent a déjà connu. C'est déjà arrivé que des êtres relativement exceptionnels émergent comme ça et changent systématiquement l'entendement. Mais alors, je comprends bien la partie systémique.
Mais effectivement, bon, c'est aussi la théorie de François Partant sur que la crise s'aggrave, où si on n'est pas une fois dans le mur, ou qu'il y a un vrai accident, les choses ne changeront pas. Moi, j'ai quand même le sentiment que, enfin, cette voie, elle existe au niveau du discours, mais quand on revient à la réalité, on veut tous la climatisation chez soi et le bien-être mondialisé. Et comment est-ce qu'on travaille sur ce bien-être mondialisé, puisque finalement, ce que tu proposes, c'est pas ça. Ben, c'est comme je te dis, alors il peut y avoir des démarches très marginales qui parient sur l'accident et qui sont forcément des démarches de gens très courageux, forcément un peu dans le sacrifice aussi, qui eux restent vraiment collés à l'éthique. Et encore une fois, c'est pratiquement christique hein, comme démarche dans ce contexte-là, sur ce continent en particulier. Ou alors on arrive petit à petit à mettre en place quand même des éléments formels de mise en place de cette réflexion pour qu'on ne sorte pas, qu'on ne soit pas que dans le discours et qu'on commence à expérimenter et à tester des choses. Mais même le discours, contrairement à toi, j'ai pas l'impression qu'il soit réellement installé encore. Quand je dis discours, quelque chose qui serait motivé de l'intérieur. Ce qu'il y a, c'est des échos. Tu as des échos chez quelques Africains, souvent des caciques, des gens en place, et qui savent qu'ils doivent se faire écho de ces choses que leur demande la Banque mondiale, l'Union européenne, etc. Mais je ne vois pas qu'il y ait vraiment une sorte d'espace ou du discours, en tout cas sur ce sujet de l'architecture, se soit réellement installé ou commence à émerger. Donc, alors c'est peut-être des revues, il n'y en a pas, des revues d'architecture sur le continent, des biennales, il n'y en a pas. Il faut ce type d'espace peut-être pour déjà qu'émerge un discours critique, qu'il se cristallise autour des quelques personnes en vue aujourd'hui, des architectes primés, des curateurs et d'autres courageux. Et ensuite, il faudra des moyens pour qu'on ait des espaces d'expérimentation. Mais alors, si on parle biennale, l'Afrique, dans toute sa diversité, était l'invité d'honneur, en tout cas, un des invités d'honneur, on dira, puisqu'il y a encore beaucoup d'autres choses. Est-ce que ça, c'est une piste, ou est-ce que finalement, c'est de l'architecture mondialisée, adoubée, et une fois, on va chercher en Afrique, la fois d'après, on ira en Amérique latine, et la fois d'après, on ira en Europe. Est-ce que là, dans cette biennale-là, est-ce que tu vois justement les prémices de quelque chose, ou au contraire, est-ce qu'on s'éloigne finalement de ces choses-là? Alors moi, je n'y ai pas été hein, à Venise du tout. J'étais invité à la biennale d'avant, mais qui a souffert du Covid, donc je n'ai pas pu présenter. Mais cette fois-ci, où l'Afrique était vraiment présente, malheureusement, moi, je n'y étais pas. Mais ce n'est pas la fonction de la biennale de Venise. La fonction de la biennale de Venise, c'est d'être internationale et de faire ce que tu as dit là, hein, de nous faire un peu voyager. La fonction n'est pas de refonder une architecture africaine. Donc il faudrait une biennale en Afrique même. Venise, c'était bien pour mettre en lumière quelques personnes qui, encore une fois, peuvent souvent être en souffrance, être dans le sacrifice sur un continent où les moyens sont fléchés plutôt sur des choses plus folkloriques et les gens vraiment ambitieux manquent de soutien. Mais après l'expérience de Venise, les Africains devraient très sérieusement commencer à se demander à quelle échéance on devrait avoir notre propre espace sur le continent pour penser ces sujets qui ne sont pas que des sujets africains, qui sont des sujets globaux et auxquels forcément, je pense, on va devoir inviter des gens pour lesquels on va devoir inviter des gens autour de la table. Si maintenant on part de cette architecture, on change un peu d'échelle, enfin, il y a une mode, puisque je crois qu'on a dans les 54 États d'Afrique, il n'y a pas un État qui n'a pas sa ville nouvelle comme projet, souvent faite par des architectes justement, qui créent de la spatialité. Quel est ton sentiment par rapport à ces villes nouvelles? Est-ce que c'est un constat d'échec, parce que finalement on n'arrive pas à traiter de l'urbanisme existant, donc on va faire ailleurs en pensant qu'en partant de zéro, on sera meilleur, ou est-ce que c'est un vrai laboratoire des urbanités de demain?
Alors, je ne sais pas, je ne connais pas dans le détail tous les projets. La question que je poserais, c'est quelle est l'intention? Est-ce qu'on est encore dans la manifestation d'une extraversion où le continent veut, parce que tel ou tel chef d'État a fait un voyage, il vient, il revient, il veut faire une ville qu'il a vue à Dubaï, etc. Est-ce que c'est téléguidé? Est-ce que c'est des montages financiers? Est-ce que c'est des pressions? C'est des relents d'une nouvelle forme de colonialisme qui voit par la production de nouvelles villes le moyen de continuer à exploiter ce continent? Quel est l'agenda? Est-ce que l'agenda est africain? Est-ce que s'il est africain, il est motivé par une prise de conscience de ce que sont les réalités aujourd'hui déjà et ce que va être le problème africain dans quelques années à venir? C'est ça la question à se poser. Et tant que, encore une fois, il n'y a pas eu une sorte de grand débat africain pour jeter les bases déjà décider est-ce qu'il faut faire de la ville nouvelle, parce qu'on pourrait aussi se dire que ce n'est pas la peine d'artificialiser plus et qu'on va construire sur l'existant et voir comment densifier un peu. Donc il faut un débat africain et c'est ce débat qui décidera si on va vers de la ville nouvelle, à quel horizon, quel pourcentage. Et les décideurs ne devraient être que des exécutants de gens intelligents qui ont réfléchi et pour l'instant ça m'a l'air d'être des actions. Mais est-ce qu'on a un exemple où il y aurait eu ce début de réflexion Non, je n'en connais pas. Moi, j'en cherche désespérément aussi. Mais bon, donc, si on reprend cette question de ville nouvelle, il y a une couche aujourd'hui qui est le smart qu'on met. Alors, on ne sait jamais si c'est ville nouvelle, smart city, green city, qui deviennent dans ces projets des synonymes. Quelle est la place pour toi du numérique dans tout ce dispositif? Je pense que la Smart City est une inéluctabilité, c'est-à-dire qu'on va de toute façon y tendre, les technologies vont prendre de plus en plus de place dans la ville. Maintenant, la question à se poser, c'est quelle place elles auront. Ce que je dis souvent, c'est que le problème avec les technologies du digital, c'est qu'elles sont la première génération de technologies qui s'affranchit du service. C'est-à-dire que toutes les technos jusqu'au digital étaient au service du social. Et prenaient d'ailleurs le social comme modèle, c'est-à-dire la façon dont les gens s'organisent en famille, en tribu, en clan, est très technologique. Il y a énormément de complexité dans les structures sociales. C'est très codé. Et tous les outils, tous les logiques d'auxiliaires qu'il y a eu après étaient très respectueux de cette technologie un peu suprême et se mettaient à leur service. La révolution avec le digital, c'est que le digital, lui, prétend être un monde en soi. Il n'est pas au service du social, mais il crée un monde alternatif où on peut se déployer socialement différemment. Et donc, si donc le digital n'est pas maintenu à sa bonne place, le problème c'est qu'elle écrase les structures sociales complètement. Et si cela arrivait, on accoucherait d'une autre civilisation, une civilisation qui est en projet, en potentiel depuis toujours dans la modernité, mais qui a été différée parce qu'il n'y avait pas les moyens de la réaliser. Et donc cette civilisation pourrait donc advenir par le détour par l'Afrique, parce que les plus grandes villes du monde vont émerger sur ce continent. C'est aussi le continent qui a le moins de possibilités de résistance à ce qui est moteur dans le déploiement de la Smart City, c'est-à-dire le business, le capital, le marchand. Il y a moins de dispositifs de légitimisation qu'il y a en Occident. Et donc, la Smart City pourrait se développer très vite, très rapidement, à une échelle telle qu'elle deviendrait globale. C'est pour ça qu'il y a un sujet de vigilance sur la Smart City sur le continent. Cela dit, la technologie, si elle est mise à la bonne place, pourrait être effectivement quelque chose qui nous permet d'être plus intelligents, d'être plus green, etc., etc. Tout est
sujet de quelle est la place de la technologie et qui porte la technologie. Est-ce que c'est des big tech ou est-ce que c'est une réflexion communale pour que les technologies soient du service et ne nous amènent pas forcés dans une autre réalité? Mais, alors, je te suis, mais pour moi, il y a si on regarde entre l'Europe ou l'Afrique subsaharienne, il y a justement une utilisation, pour moi, de mon point de vue, beaucoup plus sociale de la technologie en Afrique subsaharienne, où on a détourné WhatsApp pour faire plein d'autres choses, et notamment de la gestion des mototaxis à Cotonou ou je ne sais où, ce qu'on n'arrive pas à faire ici. Je veux dire, là, on est en Suisse en ce moment, s'il n'y a pas l'application mototaxi, on ne peut pas prendre de mototaxi. Et donc, moi, j'ai plutôt le sentiment, justement, et j'étais plutôt positif avant de t'entendre sur cet aspect-là, où il y avait une possibilité dans les sociétés d'Afrique subsaharienne, parce qu'il y a cette complexité qui existe toujours, de détournement de la technologie au service de la communauté. Et moi, je vois plutôt quelque chose de stimulant et de positif là derrière. Qu'est-ce que... Tu as raison, c'est parce que l'être collectif africain et l'anthropologie profonde africaine soumet la technologie. Pour l'instant, les structures sociales africaines sont plus fortes que la technologie. Et pourquoi? Parce que la technologie n'est pas encore systématique, elle n'est pas encore systémique, elle n'est pas en structure. Mais dans la Smart City, la technologie devient systémique, en fait. Elle est corrélée, elle organise tout. Et on n'est pas loin de, tu vois, de ce dont on parle de plus en plus, qui agite la Silicon Valley à ce moment, de l'intelligence artificielle générale. En réalité, l'intelligence artificielle générale, vous ne pouvez l'atteindre que dans le cadre de la Smart City. Et donc, à mesure que la technologie deviendra systématique et qu'elle sera corrélée en système, ce que l'Afrique a à proposer aujourd'hui, qui peut la soumettre et la civiliser, va devenir de moins en moins efficace. C'est pour ça que la Smart City est la prochaine frontière. Pour l'instant, l'Afrique est une force incroyable de civilisation des technologies, mais il faut se dépêcher de faire de la Smart City à l'africaine, parce que si la Smart City arrive ayant intégré le mode de vie des sociétés atomisées sur le modèle des sociétés occidentales, les Africains ne pourront plus résister. Et à ce moment-là, c'est les structures technologiques qui écraseront complètement les structures sociales. Et les Africains se mettront à vivre comme des Occidentaux. Mais est-ce que vraiment la société africaine, est-ce que la technologie peut percoler véritablement? Je prends l'exemple des villes. À grands coût de milliards, on a essayé des dispositifs qui, du point de vue des bailleurs, sont perçus comme des échecs. Si je change mes lunettes, en fait, c'est juste que le management tel qu'on l'imagine et la ville telle que le bailleur l'imagine n'est pas soluble dans la société africaine. Donc moi, je vois derrière cet exemple urbain et l'échec des 60 dernières années de gestion urbaine, une force incroyable de la société. Donc j'ai plutôt tendance à être positif par rapport à ça. Et je me dis pourquoi on a dompté les villes, pourquoi on ne dompterait pas WhatsApp et l'intelligence artificielle? Alors, la Smart City, ça peut peut-être paraître paradoxal et même contre-intuitif, n'a pas besoin du bâti. C'est le dernier élément, en fait, ville, quand on parle de Smart City. Ça n'a pas besoin du matériel, en réalité. Et donc, qu'il y ait un énorme pouvoir des Africains de hacker, de corrompre la ville en tant que purement matériel, ne leur servira à rien face à la Smart City. Ce dont la Smart City a besoin, c'est juste que tout soit en système. Et dans une configuration où c'est devenu multidinaire. Il y a tellement de monde, c'est-à-dire que vous pouvez réaliser très facilement un idéal de Smart City dans un bidonville,
Il suffit qu'il y ait une sorte d'agrégat incroyable de personnes et qu'il y ait un minimum de logique et d'organisation pour que la technologie se déploie là-dedans, se coule là-dedans et la Smart City est réalisée. À partir de ce moment-là, la technologie peut commencer à vous dicter des modes de vie. Mais on est sur quelque chose d'assez pessimiste, pardon, puisque enfin, c'est inéluctable. Quels sont les garde-fous qu'on pourrait mettre justement? Parce que si on fait rien, on y arrive très rapidement. Et ça, on est d'accord là-dessus. Donc soit on a une vision extrêmement pessimiste de ce qui va se passer dans les villes africaines et dans les sociétés africaines, soit on imagine des garde-fous qui permettraient d'éviter ces écueils. Est-ce qu'ils existent? Il faut les créer. Le problème, donc, en fait, c'est un problème de paradigme. C'est-à-dire que les technologies sont déployées dans un paradigme marchand, un paradigme, on va dire, moderne, un paradigme libéral, si vous voulez. Et il faut opposer à ce paradigme un autre paradigme. Donc, le problème n'est pas le technologique lui-même. Moi, je dis les technologies sont bonnes, c'est la Silicon Valley qui les corrompt, en fait. Sinon, si vous prenez les technologies comme potentiel à la source, en réalité, elles sont très africaines. La dernière séquence de technologie qu'on a connue, c'est pour ça que les Africains, comme tu l'expliquais très bien tout à l'heure, arrivent à en faire idéalement leur affaire et à le colorer comme ils l'entendent, sont très réticulaires, c'est très organique le technologique du digital, c'est très de pair à pair, c'est très récursif. Et donc les technologies en potentiel ont la possibilité de créer cette société idéale où on est dans de l'organique, on est dans de l'échange et on sort d'un système d'intrication générale avec un centre unique de décision, de monopole, pour passer à quelque chose de très distribué, tu vois, qui serait très, très, très africain pour le coup. Le problème, c'est que les technologies nous arrivent en étant passées par un filtre, qui est celui des laboratoires d'innovation, sur le modèle de ceux de la Silicon Valley, où là, on force le potentiel du technologique à faire de l'argent. Et quand ces technologies nous arrivent, elles ont déjà épousé la logique de société individuelle, naturaliste, dans le sens où c'est des sociétés contre la nature. Et donc, c'est ça le problème. Mais si tu prenais le technologique à la source, mais que tu le faisais passer par d'autres types de laboratoires d'innovation, où là, le crible, c'est que la technologie ne doit écraser aucune structure sociale et donc ne doit pas provoquer de l'atomisation, mais souligner les liens, sublimer les liens, les accélérer. Et surtout, la technologie ne doit pas être un moteur de conflit avec la nature. Eh bien, tu as en bout de recherche et développement des technologies complètement différentes. Donc il faudrait créer ce type de laboratoire, ou en tout cas encourager des entrepreneurs du technologique qui, eux, ont intégré que la comptabilité pour décider si la technologie est bonne à être déployée ou pas n'est pas uniquement qu'elle fasse de l'argent, mais qu'elle soit non individualiste et non naturaliste. Et si on arrivait à systématiser cette réflexion, on aurait des technologies très performantes, mais qui ne seraient pas en conflit avec ce que sont fondamentalement les sociétés africaines. Mais pour moi, il y a un paradoxe là derrière quand même. Parce que si on prend Airbnb ou Uber, je veux dire, Uber ne fait qu'inventer le taxi collectif qui existe depuis la nuit des temps sur tout le continent. Un jour, on va se rendre compte qu'on va voir en Europe émerger, aux États-Unis, des gares de taxi, où une fois que le taxi collectif est rempli, on va... Et pour moi, que ce soit ces grandes plateformes qu'on connaît, c'est juste ce qu'on connaît depuis la nuit des temps en Afrique. Oui. Donc, ils sont allés capter toute cette intelligence, ils l'ont monétarisée, et maintenant, je peux commander mon Uber à Abidjan, et je suis très content parce que tout fonctionne, mais en fait, il y a juste des gens qui sont venus regarder comme de grandes sociétés pillent des recettes ancestrales, des choses comme ça, on a juste... Et donc, moi, la question pour moi, c'est ce paradoxe-là. Est-ce qu'on n'arrive pas justement à réutiliser ça? Parce que si aujourd'hui je veux inventer quelque chose d'intelligent pour l'Europe ou les États-Unis ou disons le Nord global, je vais aller m'asseoir sur
les trottoirs de Douala ou d'Abidjan ou de Nairobi et je vais regarder ce qui se passe. Et le truc que je ne comprends pas, je vais dire, ah, là, il y a du business. Ouais. Et c'est ce qu'ils font. Et donc, Alors, comment on sort de ce paradoxe? alors je Ou est-ce que tu partages déjà ça? Oui, je suis d'accord avec ton analyse, mais je doute qu'ils vont tout copier en Afrique. En fait, Uber, tu as raison, est très africain, mais ce n'est pas parce qu'on a regardé des sociétés africaines que cette idée a émergé. Cette idée est en potentiel dans le technologique aujourd'hui. En fait, le technologique est africain. On n'a même pas besoin de regarder vers l'Afrique. Si tu te saisis, encore une fois, de toute la dernière séquence, le technologique veut être africain. Il veut être organique, il veut être du pair à pair, etc. etc. Et on le prendrait à la source et on le mettrait en calque sur des sociétés africaines, qu'on aurait des sociétés idéales, d'un technologique très enthousiasmant, très épanouissant, etc., etc. Donc si c'est ce qui avait été fait avec Uber, on n'aurait pas eu une plateforme qui impersonnalise le service en fait. Qu'est-ce que c'est que le Uber africain? C'est j'ai besoin de faire une course, j'ai une urgence, je demande, je fais passer le mot dans le quartier et quelqu'un va se proposer pour me rendre le service en me faisant le déplacement. Alors, il ne va même pas me demander à moi de le payer parce que il sait qu'en faisant ça, il sait créer, il participe de quelque chose de général qui n'est plus le donnant-donnant de Uber, mais le don et le contre-don du système africain. Et donc, il s'est créé une dette envers moi. Et le jour où il aura, lui, besoin de quelque chose, il pourra faire valoir le fait qu'il a rendu service à quelqu'un et il aura aussi spontanément son service qui lui sera rendu. Et ce système-là ne fonctionne qu'à petite échelle. Ça peut marcher dans un quartier parce qu'il y a une sorte de panoptique. Tous les échanges, les services rendus sont sous le regard de tout le monde. Il y a une mémoire collective qui peut attester que tout le monde joue le jeu du don et du contre-don. Mais dès que vous passez à l'échelle, c'est impossible. Je ne peux pas te demander de me rendre un service si je viens de l'autre bout de la ville et que tu ne pourras pas faire valoir devant la communauté qui devient de plus en plus difficile à réaliser le fait que tu m'as rendu un service. Donc, un des premiers axes forts de ce nouveau type de laboratoire dont je parle serait déjà de changer d'échelle. En fait, il faut faire du technologique plus dans le cadre de la grande cité mondiale, comme le fait Uber, mais imaginez que les technologies soient localisées. À partir du moment où elles sont localisées, elles gardent leur statut d'enabler, de quelque chose qui nous permet d'être performants, sans pour autant perturber trop profondément les anthropologies. Donc il y a un sujet déjà avec l'échelle qu'il faut travailler. Et il faudrait que dans le monde de la start-up, dans le monde des nouvelles technologies, quelqu'un ait le courage de faire cette révolution, de dire on va faire désormais des technologies du local. Et après, on peut mettre en réseau plusieurs technologies du local et avoir des systèmes d'archipel. Et à mesure que vous changez l'échelle, vous recouvrez de l'attention à la nature. Les technologies deviennent moins agressives de la nature parce qu'elles prennent plus conscience du territoire. Vous faites moins d'atomisation, les technologies deviennent moins individualistes. Et aussi, on reprend plus de contrôle sur la technologie et on peut mitiger tout un tas de problèmes qu'on a aujourd'hui avec ce qu'on appelle les GAFA. Donc ça, c'est une révolution à faire, par exemple, de se dire on développe la technologie à l'échelle. Mais, alors... Ça suppose que dans le cadre de la ville, pour rester sur la Smart City, on n'est pas une ville intriquée complètement, mais une ville d'îlots. Mais ce que tu décris là, c'est quand même une décentralisation en termes, je reprends les termes urbains, on passe la société à la ville et à ces termes. On est sur une décentralisation extrême des pouvoirs. Radicale. Radicale. Venant de Suisse, moi ça me va très bien, mais là aussi j'y vois quand même un paradoxe avec ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui sur le continent, il y a quand même peu d'exemples d'une décentralisation réussie, parce que j'utilise l'euphémisme pour être gentil avec l'ensemble des pays qui n'y arrivent pas et qui ne mettent pas ça en place. Donc comment est-ce qu'on
est-ce qu'on gère ces choses? Parce que quelque part, dans ce que toi tu dis, et je te suis, on a en fait, des sociétés africaines, elles sont extrêmement décentralisées dans leur approche, mais c'est quand même aussi ces mêmes sociétés qui ont une centralisation des pouvoirs, une personnification de certains présidents qui deviennent des centralités quasi absolues. Comment est-ce qu'on explique cette dualité? Oh, ben ça s'explique très facilement par la colonisation et après la colonisation, la prise de le pouvoir à la faveur pratiquement de l'assassinat systématique de tous les leaders visionnaires par une caste d'accapareurs. C'est aussi simple que ça, et on n'en est pas sorti jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que, en réalité, il faut intégrer et l'assumer complètement qu'un des problèmes de l'Afrique, c'est les structures de pouvoir, c'est le décideur, et ne pas être naïf et innocent, se dire que c'est aussi quelque chose à adresser. Et donc, l'adresser peut aussi être de le hacker, de le contourner, et ça, le digital permet de le faire. D'ailleurs, c'est ce que font les big tech. Ils vous mettent du jour au lendemain en face d'une situation qui est qu'ils ont pris plus de pouvoir que votre maire ou que le chef de l'État. Donc on peut faire cette chose éthique dont je parle par le même biais. On pourrait s'imaginer qu'un mouvement concerté d'entrepreneurs coalisés avec des urbanistes qui ont cette vision-là, sans être allé demander quel quitus que ce soit au pouvoir, déploie ce type de réseau, de laboratoire d'innovation pour du technologique de proximité, et qu'à un moment donné, ça se soit tellement concentré, interconnecté, que ce pouvoir se soit créé. En tout cas, c'est ce que moi j'essaie de faire depuis 10 ans, j'avoue avec un succès mitigé, mais ce dont tu parles est aussi une partie du problème. Il ne faut pas mettre le problème comme un paradoxe. C'est un problème. Le pouvoir en Afrique, ce n'est pas un paradoxe, c'est un problème. Pour moi, le paradoxe, c'était cette personnification de certains, et même de ceux que tu as cités, sans les citer, qui sont fait assassiner, il y avait cette personnification aussi. Donc, oui. C'est toujours ça pour moi, de comprendre effectivement si on est plus... on est par nature centralisé ou par nature décentralisé. Ouais. Alors ça va être un autre débat, mais effectivement, c'est-à-dire que... Et là, du coup, oui, j'épouse complètement ce que tu dis. C'est un paradoxe auquel je m'intéresse aussi, que les sociétés africaines sont relativement acéphales, mais ont aussi une très forte personnalisation, y compris dans le monde dit traditionnel, de la figure de celui qui incarne le pouvoir. Il y a un sujet là, ouais. Il y a un vrai sujet. Alors peut-être on va revenir aux villes, parce que à l'architecture aux villes, c'est le propos du podcast. Mais est-ce que, moi, une des hypothèses là derrière, c'est qu'avec ces villes qui grandissent, c'est que finalement, elles vont échapper. Enfin, moi, je vois, quand on n'arrive pas à donner tous les réseaux partout, je vois ça une opportunité incroyable pour recréer des spatialités et finalement de l'autonomie de certains territoires, puisque aujourd'hui, techniquement, ce qui est de l'énergie et ce qui est de l'eau, bon, on va dans la nappe de toute façon. L'énergie, il y en a plein le soleil, et donc on pourrait avoir de l'autonomie. On a des systèmes aujourd'hui, et c'est pour ça que aussi, même quand on arrive à décentraliser politiquement, on reste attaché à l'Office national qui va nous donner l'eau potable. Donc on est de nouveau centralisé. Donc la décentralisation, elle devient politique, mais elle n'est pas technique. Ou disons, si on parle en termes de management urbain. Et donc, moi je vois là derrière quand même, avec l'explosion urbaine, plutôt une hypothèse ou une opportunité pour avoir des territoires qui redeviennent, entre guillemets, autonomes et qui pourraient
accéder à l'échelle dont tu parlais. Et ça, c'est quelque chose que tu imagines aussi, ou est-ce que c'est une piste qu'on peut imaginer? Oui, complètement. Il va y avoir de la marche. Et tout, le souci, c'est que les accidents, il faut les provoquer. Il va y avoir énormément de la marge, il va y avoir de la potentialité avec cette démographie dont on parle et cette urbanisation incroyable qui se met en place. Mais moi, je ne serais pas paresseux et trop optimiste, me dire, bon, il y a forcément de l'espace qui va se créer et qu'il pourrait... voilà, que ça pourrait faire émerger des anges. Ça pourrait très bien accoucher de démons. Les anges, donc, il faut les provoquer. Et c'est ça le vrai sujet. Et les provoquer, c'est... alors, quand on parle d'urbanisme, souvent, on verrouille la chose sur du technique, beaucoup. Et je vois que, y compris en Occident même, désormais, on ne s'interdit plus d'aborder le côté culturel de l'urbanisme. L'urbanisme, c'est aussi de l'imaginaire. Et donc, si on travaille beaucoup l'imaginaire, il y a plus de chances de voir émerger des anges que des démons. Et on pourrait imaginer que des communautés, y compris incroyablement marginalisées dans le cadre de cette urbanisation extraordinaire, se disent « Ok, on est laissé à nous-mêmes » et que ces sociétés deviennent des sociétés inventrices de nouveaux modes parce qu'elles auront rebouclé avec des façons de faire très intuitives, très organiques, très traditionnelles, mais qu'elles auront aussi des moyens que permettent la réalité d'aujourd'hui, qu'ils deviennent naturellement des laboratoires. Mais il faudrait qu'ils aient l'imaginaire de résistance aux structures de pouvoir dont on a parlé, de défi presque, qu'elles s'autorisent à reconquérir du pouvoir sur leur réalité, etc. Et ça, c'est par de l'imaginaire qu'on le fait. Si on va vers une démographie de gens résignés et de gens qui n'ont pas l'imaginaire du fécond... Mais comment on crée cet imaginaire? Comment on met à disposition un terreau où elle va commencer à se fertiliser? Et parce que je suis d'accord sur la question des imaginaires et pour moi, justement, je pense que c'est même au-delà du technique, parce que finalement, on a des sociétés qui sont... enfin, pour moi, la ville est la mise en espace, la société qui y vit. Et à force de vouloir faire les mêmes choses partout, parfois ça percole, parfois pas, parce qu'il y a la société derrière. Et donc ça... Moi, je suis d'accord, et sur cette question, et c'est ça qui fait la beauté, c'est l'altérité qui fait la beauté du monde, c'est pas l'homogénéité. Et donc, je te suis, et sur le développement des imaginaires. Maintenant, comment est-ce qu'on fait? On a des courbes de population qui redeviennent de vraies pyramides, ce qu'on n'a pas connu au nord depuis longtemps. Donc, on a des pyramides inversées en Europe. Ce qu'on doit faire aujourd'hui dans nos villes, c'est comment gérer les vieux. Et ce qu'on doit faire aujourd'hui sur tout le continent, c'est comment gérer cette écrasante majorité des jeunes. Et on le voit dans des mouvements politiques que les jeunes qui sont nés, maintenant, ils ont le droit de vote. Et pendant quelques années, ça va bouger aussi dans certains pays parce qu'il y a cette jeunesse-là. Mais comment est-ce qu'on initie? On a un potentiel démographique énorme. On a d'un autre côté le besoin de réenchanter, ou on peut utiliser ces termes-là. Comment est-ce qu'on fait concrètement? Donc tu as très bien résumé quel est l'argument africain. L'Afrique a un vrai argument pour être le salut de l'humanité. C'est qu'elle est, elle est à la fois la plus grande réserve de deux ressources extraordinaires. C'est que l'Afrique est aujourd'hui la plus grande réserve de ressources d'imaginaire,
d'imaginaire non homogénéisé encore, mais d'imaginaire encore du territoire avec de l'attention à ce qu'on appelle désormais le reste du vivant et des dispositifs très subtils pour entrer en dialogue avec le reste du vivant, faire des médiations, etc. Des imaginaires qui prennent mieux en charge le problème écologique. Des imaginaires aussi très encore verrouillés sur du social. On n'a pas fait notre transition vers ces sociétés individualistes. On est encore des sociétés relativement collectives. Donc, plus grosse réserve d'imaginaire, mais aussi la plus grosse réserve en termes d'énergie, avec une quantité de jeunesse incroyable. Si ces deux ressources arrivaient à coaliser, ben, ce continent ferait une révolution. Et pour l'instant, tout tend à éviter que cette conjonction de l'imaginaire qui a encore patrimonialisé l'imaginaire traditionnel et la jeunesse se rencontrent. Et qu'est-ce qui travaille contre ça? Bah, c'est TikTok, par exemple. Mais on aurait des moyens comme ceux-là. Enfin, tu aurais les moyens de Walt Disney. Tu ferais cette jonction tout de suite. Donc il faut, je n'ai pas la réponse, mais de tels moyens permettraient de le faire. Donc il y a peut-être aussi, c'est ce que j'essaie très subtilement d'indiquer dans cette affaire de ville durable, quelque chose à voir aussi du côté des artistes, des créateurs, pour proposer quelque chose qui réconcilie notre jeunesse avec quelque chose qu'ils ont en patrimoine et qui pourrait être le sel de l'humanité prochainement. Mais est-ce qu'il y a cette fierté dans la jeunesse aujourd'hui d'être africain, ou est-ce qu'on regarde de nouveau la désirabilité des choses? C'est la berline allemande noire, si je caricature un petit peu. Et tout le monde rêve de ça aujourd'hui. Voilà. C'est celui qui a réussi, et ce n'est pas que sur le continent africain, c'est partout dans le monde. Celui qui a réussi a une berline noire de marque allemande. Bon. Et donc c'est ça qui est désirable. Comment est-ce qu'on arrive à recréer ou à créer de la désirabilité pour des choses qui justement sont sous nos yeux? On parle, si je reprends la question de l'architecture, on peut parler de l'architecture en terre. C'est une toute petite marge de gens qui sont d'accord d'habiter dans un bâtiment en terre. Et donc c'est pas désirable. Aujourd'hui, ce qui est désirable, c'est plutôt les baies vitrées. Donc, comment est-ce qu'on crée c'est à voir avec cet imaginaire sans doute, mais où est-ce qu'on peut mettre de l'énergie, justement, pour développer ses propres choses? Alors j'aimerais pas, moi, pour le coup, homogénéiser la jeunesse africaine, mais on peut dire effectivement que globalement, elle est extravertie. Elle désire ce qui lui est étranger. Mais j'ai envie de dire en réalité que si on donne de l'élément de désir, ça ne me semble pas être très compliqué de faire que des Africains soient fiers d'être Africains très prochainement. Quand je dis cela, je me dépêche de préciser qu'en réalité, le problème, c'est pas de faire que les Africains soient fiers d'être Africains, de faire que les Africains soient fiers d'être humains et qu'ils comprennent le sens d'être humain aujourd'hui et quelle responsabilité nous avons, depuis l'Afrique, d'être humains. Et donc, oui, si tu prends le cas purement de l'architecture, il y a le travail que fait Kéré, qui a été mis en lumière récemment, mais une hirondelle ne fait pas le printemps. Il faut développer quelque chose d'un peu plus ambitieux, de plus systématique, sortir du geste. Et j'ai l'impression que la discussion qu'on a depuis tout à l'heure revient à dire qu'il faudrait un peu de top-down aussi quand même. Ça ne peut pas juste être des gens visionnaires, des gens courageux qui montrent l'exemple. Il faudrait qu'il y ait de la ressource qui accompagne ces initiatives et leur permette de faire une sorte de conjonction pour qu'il y ait un passage à l'échelle ou à tout le moins qu'il y ait une vraie percolation, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et peut-être qu'on ne pourra pas faire l'économie
qu'il y ait aussi un ou deux États visionnaires africains, de gens juste dédiés, responsables, pour accompagner cela si on veut que tout cela réussisse. Mais est-ce que, alors à t'entendre, on a quand même... bon, moi, il y a deux questions qui me viennent. La première, c'est la question des agendas. Est-ce que finalement, on a des agendas qui sont globaux? Hein, on voit la COP à Dubaï aujourd'hui et elle sera ailleurs demain. Est-ce que l'Afrique doit rester sur ces agendas-là? Et la deuxième question, qui pour moi est liée, est-ce que ces agendas qui font la promotion de l'environnement et finalement de la transition énergétique, est-ce qu'il n'y a pas un droit légitime de chaque Africain à consommer lui aussi? Et c'est ça la difficulté, c'est que si aujourd'hui on prend les chiffres au sérieux sur des écoquartiers, pour revenir sur la question des villes, avec des sociétés à 2000 watts, comme on aimerait en faire en Europe et qu'on n'arrive pas, n'importe quel quartier, quel bidonville en Afrique, est une société à moins de 2000 watts. Donc on a une partie de la solution, sauf qu'on ne peut pas faire la promotion des bidonvilles comme ça, on est d'accord, mais il n'empêche que ça, on a ces sociétés qui vivent à moins de 2000 watts, sociétés qu'on cherche à faire. Et d'un côté, quand on entend les gens, eux ont une envie légitime de dire « moi aussi j'ai le droit de consommer », puisque vous venez de le faire, c'est très bien, et puis maintenant c'est à moi de ne pas le faire parce que vous avez fait vos bêtises avant. Comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ça, et comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ces grands agendas justement qui font cette promotion-là? Alors, ce n'est pas que je ne suis pas du tout pour un sac des institutions et des agendas internationaux. Je pense que les hommes, au sortir des grands conflits mondiaux, se sont donné beaucoup de mal pour mettre en place des institutions et des organisations internationales qui, sur le papier, fonctionnent très bien. On a quand même ouvragé des choses qui, normalement, sont presque parfaites. Le problème, c'est que le leadership de ces institutions n'est jamais réellement, désintéressé, éthique, et on a systématiquement les pays du Nord qui rusent avec leur propre éthique et nous entravent par tout un tas de dispositifs très subtils qui fait qu'il y a une relation instrumentale à ce continent-là en particulier. Le système international du commerce est complètement biaisé. On ne peut pas, nous, aller chercher du capital comme les pays du Nord peuvent y avoir accès aussi facilement. Donc, en réalité, le jeu est biaisé. Ce n'est pas un problème des institutions et des agendas, mais c'est qu'on n'a pas tous assis autour de la table la même éthique. Et dans cette configuration, les Africains seraient très naïfs de continuer à rester autour de la table, ou en tout cas à se sentir complètement liés à 100% à ce qui est décidé. Il faut prendre juste conscience que tout le monde ne joue pas le jeu. Et cela devrait nous permettre de nous sentir autorisés quelquefois, sinon à renverser la table ou à avoir un agenda concurrentiel. Mais que l'Afrique ait son propre agenda ne veut pas dire qu'il y a un agenda africain. C'est quand même un agenda global, forcément, puisque ce continent, d'ici 2050, c'est, je pense, un quart de l'humanité qui l'accueillera. Donc ce que l'Afrique décidera sera forcément global. Maintenant, est-ce que le continent aujourd'hui a les ressources pour se faire son agenda et qu'il soit pertinent? Est-ce qu'il y a les personnages, les personnalités, les grandes figures qui pourraient être leaders de cette dynamique? C'est la question qu'on se pose, et c'est tout le grand déchirement des Africains aujourd'hui quand ils sont tentés de sauter en l'air, quand on voit par exemple que dans certains pays, tout d'un coup on commence à parler sourcil contre sourcil à la France,
Et puis qu'on se sent obligé d'être dans la retenue et de se demander mais c'est pourquoi après? Est-ce que c'est secouer des chaînes pour tomber, s'aliéner à d'autres quel est l'après? Mais normalement, ce petit mouvement de virilité est plutôt le bienvenu. Ça veut dire que le continent prend conscience que le jeu est pipé. Maintenant, il faut des gens suffisamment exceptionnels pour proposer l'alternative. Et la vraie discussion à avoir avec les Occidentaux désormais, c'est de leur faire comprendre, je crois, que pendant longtemps, on s'est satisfait de cette idée que il était profitable, plus ou moins, de tricher avec ce continent et de le maintenir dans une sorte d'avachissement parce que ça profitait au Nord. Mais que cette lecture n'est pas soutenable désormais. Avec la démographie que le continent va avoir, ce n'est plus très malin de se dire on va les maintenir comme ça dans cette situation et qu'on a tout à fait intérêt à ce que l'Afrique réellement, pour utiliser une abstraction, se développe. Et si on le comprend, on sera plus apaisé face à des tentations de ce continent de se libérer et de dessiner sa propre voie. Mais est-ce que toi tu appelles mouvement de virilité, et c'est pas juste comme dans un couple où il y a un divorce à un moment donné? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas continuer à partager des choses ensemble, mais ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un certain nombre de choses que justement on ne veut plus partager. Et j'ai le sentiment que, voilà, y a certains, on est en phase de divorce pour certains, et d'autres sont déjà allés chercher d'autres épouses et divorceront aussi. Ouais. Et c'est plutôt, pour moi, c'est plutôt stimulant. C'est juste que dans un divorce, il y a toujours un qui le vit sans doute mieux que l'autre. Exactement. À voir lequel. Jusqu'à ce que les émotions finissent par s'accorder et que chacun voit son intérêt à cette séparation. Mais des fois, il faut des actes de foi. Je vais dire autre chose, mais on va partir, on va couper après. Bon, on va terminer. On s'est parfois éloigné un petit peu du sujet, de la ville et de l'architecture, mais c'est très bien, c'est le but du jeu des conversations, c'est justement qu'elles nous emmènent sur d'autres chemins. En tout cas, un énorme merci pour ce moment partagé. Et s'il y a encore un élément qu'on aurait oublié et qui ferait sens pour finaliser ça. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Donc on va vous retrouver prochainement dans un nouvel épisode d'African Cities Voices, sponsorisé par le secrétariat à l'économie suisse. Merci. À tout bientôt.